Donc, sans plus tarder, bienvenue aux conférences du Réseau québécois de soins palliatifs et de fin de vie. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Marie-Ève Sanson avec nous, qui est une candidate au doctorat au département d'anthropologie à l'Université de Montréal sous la supervision de Sylvie Fortin. Et elle va nous entretenir en fait sur le vieillir et mourir en contexte minoritaire. Alors, sans plus tarder, je lui laisse la parole. Oui, bonjour tout le monde. Bien, merci d'assister à cette présentation, même si ça se fait à distance. On aura sûrement l'occasion de se voir en personne quand le tout sera revenu à la normale. Mais ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui. Puis je voulais remercier aussi l'équipe du RQSPAL, particulièrement François, pour l'organisation du Midi Conférence. Donc, c'est ça. Mon nom est Marie-Ève Sanson. Je ne me présenterai pas davantage. François l'a déjà fait. Simplement dire que je travaille pour ma thèse sur les questions de la vieillesse et de la fin de vie en contexte minoritaire, plus particulièrement auprès d'aînés et leurs proches qui sont originaires du Vietnam, du Cambodge et du Laos. En ce moment, je suis toujours sur mon terrain de recherche. Donc, la présentation que je vous fais aujourd'hui, c'est vraiment pour vous parler de comment j'en suis venue à travailler sur cette question-là, puis aussi de rester certaines pistes de réflexion préliminaires là, qui émergent suite aux premières rencontres que j'ai faites sur mon terrain de recherche. Donc, sans plus tarder, oups, là, j'arrive pas à changer la diapositive. OK, je vais le faire comme ça. Bon, donc le plan de ma présentation, d'abord, je l'ai divisé en 5 parties. Donc, la première partie, c'est vraiment plus d'aborder le contexte, la problématique, puis situer la question de la vieillesse minoritaire dans le contexte du discours du vieillissement de la population au Québec plus généralement. Ensuite, je vais vous présenter mes objectifs de recherche. Puis, on pourra parler de certaines réflexions préliminaires. Si j'ai le temps, j'aborderai aussi en quoi la COVID-19 a changé un peu ma façon d'approcher mon sujet. Puis, j'aimerais ça laisser quand même la place beaucoup à la discussion là, en fin de séance. Donc, en ce qui concerne le contexte de ma problématique, là, avant d'y aller plus en détail sur la question de la vieillesse, de la fin de vie minoritaire, je voudrais surtout m'attarder aujourd'hui. On n'aura pas le temps d'aborder et la vieillesse et la fin de vie, puis je vous expliquerai un peu plus pourquoi j'ai mis l'accent aujourd'hui sur la vieillesse au fil de ma présentation. Mais je trouve que c'est important de situer la question de la vieillesse minoritaire dans le contexte plus général des discours qui dominent actuellement sur la vieillesse au Québec. Ces discours-là, c'est pas propre au Québec en soi, c'est présent au courant dans plusieurs sociétés modernes et occidentalisées. Mais je dirais qu'il y a 2 discours dominants clés à relever qui valent la peine aujourd'hui. C'est d'abord la question que le vieillissement de la population, ça constitue une triple crise. Puis aussi toute la question du bien vieillir qui a aussi été formulée autour de la question du vieillissement actif et réussi. Donc, quand on parle de triple crise du vieillissement, premièrement, on va parler d'une crise qui est démographique, en ce sens que le nombre de personnes âgées s'en va en augmentant, que l'espérance de vie s'allonge, puis que le taux de natalité décroît. Ensuite, on va parler de la question d'une crise économique parce que vu qu'il y a plus de personnes âgées, bon, les coûts associés au vieillissement, on a tendance à dire qu'ils vont exploser. Puis, au niveau social, bon, c'est que le fait que ces coûts associés au vieillissement augmentent, bien, ça peut constituer une menace ou un déséquilibre intergénérationnel. Et c'est à partir de là qu'on en vient à concevoir un peu la vieillesse comme étant un fardeau. On le voit dans certains articles, c'est présent aussi ce ton qui est relativement alarmiste là,
à travers, par exemple, les articles là, que j'ai soulignés dans les journaux, c'est fréquent. En ce qui a trait au bien vieillir ou au vieillissement actif ou vieillissement réussi, ça, c'est un autre discours qui est très présent que je voudrais qu'on s'attarde, mais ce qui est aussi bien important de comprendre, c'est que ces deux discours-là, j'ai oublié de le dire, là, mais c'est repris en grande partie par nos décideurs, puis ça se transpose, oui, dans la sphère publique, comme on le voit avec les articles, mais aussi dans nos politiques, nos programmes, puis nos services. Donc, juste pour revenir à la question du bien vieillir ou du vieillissement réussi, souvent, l'exercice que je fais, là, je ne le ferai pas avec vous parce qu'à distance, c'est un petit peu plus compliqué, là. Mais c'est de regarder certaines images. Ces images-là, c'est des images que j'ai cherchées en tapant bien vieillir dans Google Images, puis c'est le genre d'images-là qui ressortent assez rapidement. Si on regarde ces images-là, c'est intéressant de voir quelles valeurs elles reflètent ou quelles caractéristiques elles renvoient là, par rapport à la question du bien vieillir. Puis rapidement, bon, les idées qui vont ressortir, c'est toute la question de l'importance de rester en vieillissant actif, de garder la santé, d'être entouré. C'est des gens qui sont très heureux, sont occupés aussi. Donc, si on regarde au niveau des valeurs, ce que ça nous dit sur notre société actuelle, bon, c'est bien sûr la question de l'omni-importance ou l'omniprésence des questions de santé. La question aussi de l'importance de garder, de rester jeune plutôt, de garder la jeunesse. Puis aussi, ça nous renvoie à une certaine vision de qu'est-ce que c'est l'autonomie. C'est ici surtout conçu comme étant une question d'indépendance. Ça rappelle aussi la question de l'importance de rester productif ou de se réaliser en vieillissant. De ces valeurs-là aussi découlent certaines pratiques normatives. Quand je parle de pratiques normatives, là, ce que j'entends, c'est vraiment des codes de conduite ou des comportements qui sont souhaitables et même jugés appropriés en société. Donc, en vieillissant, ce qu'on va valoriser, par exemple, en termes de pratique, bon, c'est tout ce qui est relatif à la prévention. Donc, l'importance de rester actif et bien manger, là, tout ce qui est relatif aux soins du corps aussi, bon, de l'esprit aussi, là, on pourrait inclure cette dimension-là à la santé aussi. Puis, l'importance de maintenir un style de vie particulier. Donc, il y a certains auteurs qui vont décrire ce style de vie-là comme un style d'affairement. Donc, l'importance de maintenir des activités, de rester occupé en vieillissant. Pourquoi je vous parle de ça? C'est pas pour dire que le fait de suggérer à des gens de garder des bonnes habitudes de vie, c'est mauvais en soi. C'est vraiment pas de cet ordre-là mon message aujourd'hui. Mais c'est vraiment pour dire, en fait, qu'est-ce que je trouve qui est plus problématique ou qui est matière à réflexion, c'est lorsqu'on parle d'attentes qui deviennent prescriptives en matière de vieillesse. Donc, et ce discours-là, son omniprésence se traduit aussi à travers nos politiques publiques. Puis là, j'ai ressorti un extrait qui est un plan d'action, donc pas une politique, là, mais avec les extraits en gras, vous voyez quand même que ce qu'on a parlé en termes de valeurs ou de caractéristiques est assez présent, là, ne serait-ce que bon, l'importance d'être actif, puis aussi de contribuer au développement social et économique du Québec. Donc, juste pour revenir, qu'est-ce que je disais, c'est quand ça devient des attentes prescriptives, donc c'est-à-dire il faut rester productif, il faut rester impliqué, bien là, ça laisse aussi planer la possibilité qu'on peut échouer si on n'arrive pas à répondre à ces attentes-là. Puis, qu'est-ce qui me semble aussi matière à réflexion, c'est le fait qu'on présente les conditions d'une bonne vieillesse comme étant une responsabilité individuelle, puis un choix accessible à tous si on se prend
si on se prend en main. Et là, j'ouvre une parenthèse, c'est que la diffusion puis l'émergence de ce discours-là dans notre société, ça vient d'un contexte historique et socio-économique particulier qui a été marqué par des reconfigurations, tant au niveau des protections sociales à l'égard des aînés, mais aussi des réformes de santé. On peut situer ça dans le temps comme son émergence, dans les années 70 environ, mais c'est sûr que ça s'est accéléré à partir des années 80-90. À travers ces changements-là, ce qu'on observe, c'est une transformation, entre autres, quant à la perception du rôle de l'État, puis de ses responsabilités vis-à-vis des aînés. Puis c'est vraiment à partir de ce moment-là que la responsabilité d'assurer une bonne santé en vieillissant va reposer davantage sur l'individu et son entourage d'abord. On pourrait peut-être faire aussi certains liens avec le manque d'investissement dans nos CHSLD comme étant peut-être une conséquence qui découle de cet historique-là. Par contre, c'est pas le sujet principal de ma présentation, donc je ne veux pas trop m'étendre là-dessus. Mais dans ma recherche, je trouve que c'est important de regarder vraiment l'aspect historique, puis les transformations. Et je le fais, entre autres, à travers une approche de travail en archives. Donc, si ça vous intéresse, on peut revenir à cette question-là plus vers la fin. Autre parenthèse, bon là, comme je l'ai dit, je vous ai parlé beaucoup du bien vieillir, mais on pourrait quand même faire des parallèles avec le bien mourir. Puis là, on ne le fera pas par manque de temps, mais l'exercice que je proposais sur identifier quelles sont les valeurs, quelles sont les normes ou les pratiques normatives associées à ce bien vieillir-là pourrait très bien être réalisé pour la question de la bonne mort ou du bien mourir. Mais si vous voulez y revenir aussi, on pourra y revenir durant la période de questions. Si on revient à tout ce qui est le discours dominant sur le bien mourir, en ce qui concerne ma problématique de recherche plus précisément, je pense qu'il y a 3 questions qui sont importantes à se poser. D'abord, c'est quoi les limites de ces discours-là? Ensuite, qui est inclus, représenté, qui est exclu dans cette conception de la vieillesse ou cette conception du mourir-là? Dans quelle mesure ou comment différentes conceptions de la vieillesse, du mourir, peuvent-elles coexister et même coexistent-elles dans nos sociétés pluralistes contemporaines? Déjà, à la question 2, on peut constater qu'il y a plusieurs personnes qui sont absentes ou sous-représentées du discours du bien vieillir, par exemple. Bon, on peut penser aux personnes du grand âge, donc celles qui cumulent plusieurs pertes d'incapacité tant physique que cognitive. On peut penser aussi aux personnes défavorisées. Donc, il y a plusieurs facteurs de différenciation possibles dans le fait de vivre une vieillesse ou une fin de vie minoritaire. Et ça peut mener, dans certains cas, à l'exclusion. Ma recherche s'intéresse plus particulièrement aux facteurs que sont l'âge des personnes, donc l'origine ethnique, puis dans une certaine mesure l'appartenance religieuse. Aussi, je m'intéresse aussi aux facteurs que sont la classe puis le genre pour comprendre ces expériences de vieillesse-là. Donc, avec ma question de recherche, ce que je veux savoir en gros, c'est comment des aînés minoritaires envisagent-ils ou vivent-ils, si c'est déjà le cas, le fait de vieillir d'une part, mais aussi le fait de mourir au Québec. Donc, quels sont les défis ou quels sont les enjeux que ces personnes-là rencontrent? Ensuite, je cherche à savoir qui s'implique dans les soins au quotidien, puis comment se passe leur relation avec les services de santé formels. Donc ça implique une recherche à plusieurs échelles. Bon, j'ai oublié de le préciser, mais peut-être c'est utile, entre autres, pour les membres du réseau. C'est vraiment
une recherche qualitative qui implique un terrain de recherche ethnographique, là, qui est, bon, les méthodes habituelles utilisées en anthropologie. Donc, la recherche à plusieurs échelles, c'est d'abord pourquoi je dis à plusieurs échelles, c'est oui, comprendre les conceptions du vieillir, du mourir pour les personnes âgées et leurs proches. Donc, ça implique de les rencontrer, de prendre du temps pour bien comprendre leurs conceptions, leur vécu aussi. Mais ça implique aussi d'étudier les interactions, les différents réseaux de sociabilité des gens, regarder les différentes pratiques de soins et d'accompagnement qui sont mises de l'avant. Puis, comme je l'ai déjà mentionné, de regarder au niveau des politiques puis des services québécois, comment les gens sont représentés, puis comment ces politiques-là, puis ces services-là définissent le vieillir et forgent le cadre d'intervention auprès des aînés et des personnes en fin de vie. Donc, ça implique de faire des entrevues auprès de personnes âgées de proches, mais aussi des entrevues avec des décideurs impliqués dans la conception puis la mise en des administrateurs aussi dans l'application des programmes et des politiques. Puis aussi de regarder au niveau du milieu associatif les gens qui sont impliqués sur le terrain. Il y a un bon volet de ma recherche qui implique aussi de l'observation participante, puis comme je l'ai déjà mentionné, une revue de littérature, là, des politiques publiques principalement, mais aussi différents mémoires ou différentes lois, là, entre autres, documenter historiquement les changements dans la loi sur les services de santé, les services sociaux. Maintenant, on peut se demander pourquoi Montréal est pertinente à étudier pour comprendre la vieillesse minoritaire. Si on regarde juste la question de l'origine ethnique, bon, je pense que les statistiques nous laissent vraiment voir une vieillesse qui est diversifiée sur ce plan. Et c'est des statistiques qui sont, en fait, qui ont été analysées à partir des données du recensement, mais par la TCAIM puis la DRSP. Donc, si on regarde ça, ben, on voit qu'il y a quand même 44% des aînés de 65 ans et plus qui sont nés à l'extérieur du Canada. On voit aussi que 96% des aînés immigrants de 65 ans et plus à Montréal sont arrivés avant 2006. Donc, ce n'est pas des immigrants récents. C'est des gens qui sont en général citoyens depuis plusieurs années, qui ont passé plusieurs années au Québec. On voit aussi que 40% n'ont pas de diplôme, puis que 14% ne parlent ni français ni anglais, la proportion montant à 27% chez les 85 ans et plus, ce qui est quand même considérable. Bref, il y a une diversité de vécus à considérer, puis il y a potentiellement aussi des gens qui se retrouvent dans des situations de plus grande vulnérabilité pour ces raisons-là. Ensuite, par rapport à la vieillesse minoritaire, j'aurais pu prendre plusieurs exemples, mais moi, j'ai décidé de travailler auprès d'aînés d'origine vietnamienne, cambodgienne, laotienne. Donc, juste quelques éléments de contexte par rapport à ces aînés-là. En fait, c'est des familles qui sont arrivées au Québec entre 75 et 90. C'est des familles qui sont arrivées principalement comme réfugiés. Puis, s'ils ne sont pas venus comme réfugiés, bien aussi, dans les vagues subséquentes, ils ont pu être parrainés ou venir par le programme de réunification familiale. En 2016, selon les données, on voyait qu'il y avait plus ou moins 10% des Montréalais qui s'identifiaient d'origine vietnamienne, laotienne et cambodgienne qui avaient 65 ans et plus. Là, je vous ai mis quelques images d'événements auxquels j'ai pu assister dans les derniers mois. Donc, autant des conférences que des fêtes communautaires dans des pagodes. Ça vous donne une idée variée du genre d'événements auxquels j'ai pu assister.
Maintenant, j'aimerais ça, comme je vous ai dit tout à l'heure que je suis toujours sur mon terrain. Donc, je voulais un peu plus parler de qui j'ai rencontré jusqu'à présent. J'ai rencontré 21 personnes pour l'instant à travers 17 entrevues. Donc, vous voyez que les gens ont quand même un profil assez varié, mais qu'il y a quand même beaucoup de gens entre 61 ans et 75 ans. J'ai beaucoup insisté sur la question de la vieillesse aujourd'hui parce que malheureusement, jusqu'à présent, mais je continue à tenter d'y arriver, là, j'ai pas vraiment rencontré d'aînés qui étaient soit en fin de vie ou de proches qui avaient perdu un parent ou un grand-parent âgé récemment dans le cadre de cette recherche-là. Je l'ai fait dans le cadre d'autres recherches par contre, puis je vais l'aborder tout à l'heure. Donc, comme j'ai dit, 12 personnes ont entre 61 ans et 75 ans. Ce qui est intéressant par rapport à ces gens-là, c'est que, bon, sont pour la plupart récemment retraités. Puis, la plupart s'occupaient aussi ou s'étaient occupés récemment d'un parent qui vieillissait. Donc, les gens ne se considéraient pas nécessairement comme aînés quand ils me rencontraient, mais plutôt comme le proche d'un aîné. Ensuite, il y a 5 autres personnes que j'ai rencontrées qui ont 76 ans et plus. Et parmi ces 5 autres personnes, il faut mentionner que la majorité avait un état de santé relativement stable malgré la présence de plusieurs maladies chroniques, sauf une personne là, que son état de santé était plus sévère, je dirais, et moins stable. Qui était caractérisée par beaucoup de pertes physiques, puis aussi quelques pertes cognitives. Cette personne-là vivait toujours à domicile avec sa fille. Avec ça, ce que je veux dire, c'est aussi l'importance d'insister que les personnes âgées d'origine vietnamienne, laotienne, cambodgienne ne sont pas un groupe homogène. Puis, il y a une grande variabilité dans leurs histoires et parmi les facteurs qu'il faut considérer pour mieux comprendre ces histoires-là, c'est entre autres le moment d'arrivée au Québec, selon quelle vague d'immigration, leur statut à l'arrivée, aussi leur classe sociale puis leur niveau d'éducation avant l'arrivée, donc antérieur à l'arrivée. Puis aussi la question de quel âge ces personnes-là avaient à l'arrivée. Donc, pour bien documenter leur expérience de vieillesse puis de la maladie, c'est important de restituer le tout dans leur trajectoire de vie, puis ça inclut de considérer leur trajectoire de migration. Pourquoi c'est important de considérer ces facteurs ou ces caractéristiques socio-démographiques-là? Entre autres, c'est que ça va avoir une influence, notamment en ce qui a trait à leur capacité de prendre leur retraite, puis à avoir accès aussi à une pleine pension de vieillesse. Ça va jouer aussi sur leur niveau d'aisance avec les services publics gouvernementaux, puis leur degré de connaissance du français ou de l'anglais. Je ne vais pas repasser à travers tous les facteurs que j'ai nommés, mais si on prend juste un exemple par rapport au statut, puis au statut migratoire, puis au moment d'arrivée, on se rend compte rapidement que les gens qui ont accès à une pleine pension de retraite actuellement, c'est soit des gens qui sont arrivés non pas comme réfugiés, mais comme étudiants avant 1975, donc des gens aussi qui ont un niveau d'éducation plus élevé que la moyenne, ou des gens qui sont arrivés comme le premier membre de leur famille en tant que réfugiés dans les premières vagues, donc souvent avant 80. Bon, c'est ça. Ensuite, j'aurais pu aussi vous parler plus de la question du genre. Ben, en fait, je vais ressoulever aussi cet aspect-là, c'est qu'on voit aussi que les femmes, c'est souvent elles qui n'ont pas accès aux pensions pleines parce qu'elles sont soit restées à la maison ou elles ont travaillé à temps partiel, puis dans des emplois souvent
plus précaires au Québec. Voilà. Donc, maintenant, quelques pistes de réflexion intéressantes que j'ai pu tirer de mon terrain jusqu'à présent que j'aimerais vous partager. D'abord, je ne prétends pas que ces réflexions sont généralisables à toutes les familles vietnamiennes, cambodgiennes et laotiennes, ni qu'elles sont spécifiques uniquement à ces familles-là. J'aurais pu vous parler de plusieurs choses, mais j'en ai retenu 5. La première, c'est la question de la prise en charge des soins parfois ambivalentes. Quand je dis prise en charge parfois ambivalente, c'est vraiment entre la famille puis parfois le réseau de santé formel. Je vais revenir un peu sur certains éléments qui peuvent expliquer partiellement, puis certaines causes à ça tout à l'heure. Ensuite, il y a la question de la piété filiale. Donc, qu'est-ce que c'est la piété filiale? Puis, est-ce que l'engagement auprès d'un proche dépasse cette notion-là qui est particulière? Le troisième point que je voulais aborder, c'est la question de la génération qui est un peu oubliée, à mon avis. Le quatrième point concerne le seuil variable de ce qui est tolérable et qui ne l'est pas dans le niveau d'engagement et d'investissement qu'on est prêt, ou d'énergie qu'on est prêt à mettre auprès de notre proche pour s'assurer d'une bonne qualité de vie lorsqu'il vieillit. Puis, enfin, quelques remarques concernant la fin de vie et la mort. Donc, d'abord, en ce qui concerne la prise en charge des soins, une chose qui est importante de dire dès le départ, c'est qu'à ma connaissance, jusqu'à présent, je n'ai pas rencontré de famille qui refuse toute aide des services de santé et des services sociaux. Les services sont en général bienvenus, puis particulièrement lorsqu'ils sont amenés comme étant complémentaires à l'aide de la famille. Néanmoins, je constate qu'il y a une prise en charge de soins qui peut parfois être ambivalente entre la famille et le réseau formel. Puis cette prise en charge-là, ça peut avoir des conséquences en fait sur l'aîné qui, dans certains cas, va recevoir les services plus tardivement, alors que son état de santé s'est déjà détérioré de manière considérable. C'est sûr que cette situation-là, je l'ai vue plus particulièrement auprès des aînés qui sont très, très âgés, qui ne parlent pas vraiment le français, puis qui ont aussi une condition socio-économique en général plus modeste, donc un niveau d'éducation aussi plus faible que la moyenne. Mais je sais que c'est aussi présent, je dirais, à des degrés variables là, dans d'autres familles, notamment parce qu'il y a des enfants ou des petits-enfants qui me l'ont dit. C'est-à-dire qu'une des choses que je vois souvent en entrevue, c'est que l'aîné, et c'est l'intérêt aussi pour moi de faire des entrevues avec plusieurs générations, des membres de plus qu'une génération assis autour de la table, c'est que l'aîné disait non, il n'y a pas de problème, j'ai pas de problème, mais on voyait que du côté de l'enfant ou du petit enfant, ben, il y en avait des situations qui étaient capables de ramener en mémoire des situations où il y avait eu cette problématique-là, où on avait minimisé, entre autres, la nécessité de consulter les services de santé. Et ça me semble être dû en partie à la coexistence de certaines façons de concevoir les choses ou de différents points de vue. Ici, je vous en ai brièvement parlé d'un. L'idée du point de vue des personnes âgées qu'il ne faut pas déranger ou inquiéter outre mesure ses enfants. C'est fréquent, puis ça se manifeste aussi en contrepartie par l'idée que c'est important de ne pas consulter les services pour rien. Aussi, plus du point de vue des proches, ce que je constate, c'est quand même un désir unanime de s'occuper de leurs parents âgés en principe. Et ce principe-là
C'est grandement basé sur la question de la norme de la piété filiale là, qui est prévalente traditionnellement en Asie du Sud-Est, mais qui est en pleine transformation aussi, autant en contexte asiatique qu'en contexte d'immigration. La piété filiale, ben, en quoi comment qu'on peut définir ça? Dans le fond, c'est l'obligation des enfants, une fois adultes, de respecter, obéir, soutenir et prendre soin de leurs parents âgés. Et ça, par reconnaissance de ce que leurs parents ont fait pour eux par le passé. Donc ça, c'est le principe. Puis les gens le défendent, mais en réalité, on voit quand même qu'il y a certains défis entre ce qu'on veut puis qu'est-ce qu'on peut faire. Puis il y a plusieurs facteurs qui font en sorte aussi que les enfants dans le quotidien ne peuvent pas pleinement prendre soin de leurs aînés. Et ça, c'est quand même difficile d'admettre ces défis-là de l'accompagnement parfois. Ensuite, si on regarde du point de vue plus des intervenants, souvent, ce qu'on va entendre, c'est que, bon, ces groupes-là, ils communiquent pas vraiment leurs besoins ou peu. Ils gardent une certaine distance. Ils ont tendance à s'organiser entre eux ou en famille. Donc, le risque associé à la coexistence de ces deux visions-là, ça peut être de ne pas reconnaître ou de banaliser les demandes des familles en services formels sur la base qu'elles préfèrent prendre soin de leurs proches entre elles ou entre membres de la famille. Puis, d'une autre part, du point de vue des familles, bien, ça peut amener aussi qu'on se demande si, dans certaines situations, elles ne se retrouvent pas à prendre soin de leurs proches parce qu'elles y sont contraintes à défaut de services adéquats. Mais tout cette question-là, ce que ça amène, c'est surtout la nécessité ou l'importance d'approfondir c'est quoi les raisons qui font que les familles préféreraient s'arranger entre elles, puis aussi de vérifier si cette préférence est effectivement avérée. Ensuite, je voulais revenir à la question de la piété filiale. Donc, est-ce que l'aide aux aînés, c'est vraiment une affaire de piété filiale ou ça dépasse cette question-là? À mon avis, ça dépasse cette question-là. On voit que oui, en principe, je l'ai dit, les jeunes veulent s'impliquer et s'impliquent effectivement. Quand je dis les jeunes, c'est jeunes et moins jeunes, là, mais disons les enfants s'impliquent auprès de leurs parents âgés, leurs grands-parents âgés. C'est présent dans la majorité des entrevues. Par contre, on peut soulever la question qui aide qui. Et ça, c'est important parce que souvent, on va voir la question de la piété filiale comme une relation un peu unilatérale des enfants envers les aînés. Mais il faut vraiment plus le voir comme étant un retour de balancier. C'est-à-dire que l'obligation de prendre soin des aînés découle du fait que ceux-ci ont pris soin des enfants lorsqu'ils étaient jeunes. Donc, c'est vraiment plus une relation d'entraide au final. Puis, ce que j'observe dans les entrevues, c'est que cette relation d'entraide-là, elle se poursuit même lorsque les parents sont âgés puis que les enfants sont devenus adultes. C'est-à-dire que les aînés sont autant impliqués, par exemple, à prendre soin des petits-enfants, à cuisiner, mais ça peut aussi aller loin jusqu'à payer une partie de l'hypothèque pour aider leurs enfants. Puis, dans certaines situations, même, on peut se demander si le retour du balancier qui est attendu est vraiment apparent, là. C'est-à-dire, on a des situations où finalement, c'est plus les aînés qui aident leurs enfants adultes que le contraire. Je voulais vous donner l'exemple de Madame Chanti, qui est cambodgienne, de 80 ans, puis son fils Vanta, avec qui elle vit, qui a 39 ans. Madame Chanti, elle a fait, elle a eu une opération à la hanche, puis elle a subi une hystérectomie dans les quelques derniers mois. Donc, son état de santé
est stable, mais quand même, elle a subi plusieurs interventions chirurgicales. Lorsque je la rencontre en entrevue, c'est son fils qui vient la reconduire parce qu'elle a des difficultés pour marcher. Puis quand je fais l'entrevue, en fait, j'ai fait d'abord l'entrevue avec la mère, puis après, j'ai rencontré le fils une deuxième fois. La maman, elle me dit, dans le fond, que dans son quotidien, mais en fait, c'est elle qui fait le ménage, c'est elle qui fait la cuisine, c'est elle qui fait le lavage, comme elle a toujours fait. Puis tant pour son fils que pour son mari. Donc là, je lui demande, mais tu sais, qui vous aide le plus au quotidien? Tu sais, en plus, vous avez eu toutes ces opérations-là. Puis elle me répond, ça peut être surprenant, je vais y revenir, là, mais mes anciennes élèves. Donc, puis quand je parle au fils, lui, il insiste beaucoup pour me décrire son implication étroite auprès de sa mère, d'autant plus qu'elle a eu des problèmes de santé. Donc, je ne veux pas dire que minimiser non plus que le fils ne fait rien du tout, mais il faut quand même relativiser son implication au quotidien. Ensuite, il y a toute la question de l'entraide qui dépasse la relation parent-enfant. Puis je pense que l'histoire de Mme Chanty est intéressante à ce niveau-là. Elle était professeure au secondaire au Cambodge. Puis, une fois qu'elle est arrivée à Montréal, elle a retrouvé plusieurs de ses anciennes élèves là, qui sont devenus adultes au fil des ans. Elle dit que c'est ces anciennes élèves-là qui viennent la visiter fréquemment, puis c'est elle qui lui cuisine ses mets favoris quand elle a besoin. Donc, c'est cette aide-là qui est la plus importante pour elle. Il faut dire aussi que ce que je vois dans mes données, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui s'aident en conjoint. Donc, ça aussi, c'est une aide qui est très, très importante. Puis, entre amis, et aussi que les aînés eux-mêmes sont souvent proches aidants. Ça, c'est fréquent aussi dans plusieurs contextes, là, mais je l'ai mentionné, des gens de 72 ans qui sont au chevet de leurs parents de 85 ans, ça existe. Donc, eux-mêmes pourraient être considérés aînés. Maintenant, je vais parler de la question que j'appelle la génération oubliée. J'ai commencé déjà à en parler tout à l'heure quand je vous ai présenté les gens, mais moi, c'est quelque chose qui m'a quand même frappée. C'est la génération de ceux qui sont arrivés ici à l'âge de 50-60 ans. On se reporte dans les années 75-90. Donc, c'est des gens qui, aujourd'hui, sont fin 80, voire fin 90 ans, là, donc très âgés. Et particulièrement, les jeunes de cette génération-là sont restés souvent à la maison. Et s'ils ne connaissaient pas déjà le français avant, n'ont donc pas eu beaucoup l'occasion d'apprendre le français à travers les années, même si ça fait environ 40 ans qu'ils vivent ici. On pourrait se demander comment c'est possible, mais ça revient un peu à l'idée justement de déférence ou reconnaissance envers les aînés. Je pense que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que plusieurs de ces personnes-là ont été parrainées par un enfant, puis comme cet enfant-là était déjà adulte en âge de travailler, bien, il a seulement suggéré à son parent de rester à la maison vu que il était capable de, cette personne, excusez-moi, mais l'adulte était rendu en mesure de subvenir tant aux besoins de ses propres enfants que son parent âgé. Ça ne veut pas dire que ces aînés-là ne se sont pas impliqués à la maison, là. Comme je disais, il y a ça d'une part, puis aussi le fait que la majorité des réfugiés sont arrivés en bas de 45 ans. Donc, c'est sûr que tout ce qui est programme d'accueil et d'intégration au niveau de la société, c'était vraiment centré sur la scolarisation des enfants en bas âge, puis l'intégration au marché du travail. Puis ça, c'est peut-être quelque chose qu'on a moins conscience aujourd'hui, mais juste rappeler en termes de nombre, on est passé dans une quinzaine d'années de 2000 personnes originaires de ces pays-là au Canada à 184 000. Donc, on comprend que c'est un nombre considérable. Mais tout ça pour dire que
les gens, bon, ça n'a pas été nécessairement un problème lorsque leur santé allait bien, mais quand on se retrouve que la santé commence à décliner, ne serait-ce dans le cas que je vais vous parler, l'exemple de Mme Chaumet, elle est en bonne santé, mais elle a de plus en plus de difficultés à se déplacer par elle-même. Mais au-delà de ça, elle pourrait participer à des activités sociales et elle voudrait le faire. Sauf qu'on voit que quand je lui demande, OK, ben pourquoi tu ne le fais pas, c'est que parce que sa fille n'a pas le temps de l'amener à ces activités-là. Puis lorsque je lui demande si elle connaît les services de transport adaptés, non, elle ne les connaît pas. Puis sa petite fille me répond aussi que sa mère, avec qui sa grand-mère vit, n'a pas le temps non plus de s'occuper de trouver des services pour sa grand-mère parce que elle fait que travailler. Je ne dis pas que c'est une situation de... Je pense que la grand-mère est relativement bien à la maison, mais bien qu'elle s'ennuie. Mais on voit à quel point ces gens-là deviennent complètement dépendants de leur réseau familial, puis aussi que socialement, ne sont pas vraiment visibles. Donc, les services, à moins d'aller directement les informer de ce à quoi ils ont droit, ben, ces gens-là passent complètement aussi sous le radar des services. Et dans le cas de Mme Chaumet, sa santé est relativement stable, ça va relativement bien, mais dans le cas d'un déclin rapide de sa santé, on peut imaginer aussi le décalage possible entre son milieu de vie actuel puis un futur milieu de vie comme par exemple un CHSLD, sachant que c'est parfois un des premiers moments en fin de vie ou quand la santé décline, qu'on va avoir un contact prolongé avec les services de santé ou les services publics de manière plus générale. Un autre enjeu qui me semble assez crucial pour les familles rencontrées, bon, je l'ai brièvement abordé, toute la question de placer son proche en CHSLD ou pas, ou en résidence semi-autonome, dans l'optique qu'on devrait dire que ça ne fonctionne plus, on n'est plus capable de continuer à soutenir son proche de manière suffisante. Dans ma recherche, ça s'est présenté entre autres avec le cas de l'exemple de M. Sovat et sa fille, Mme Rexmeyer. Monsieur Sovat, lui, a fait plusieurs AVC à répétition. Il a de la difficulté à s'alimenter, à se lever, à se déplacer. Il montre des signes de démence de plus en plus importants. Mais sa fille refuse l'idée du placement. Bon, sur la base générale que d'abord, son père est mêlé, puis il perdrait encore plus ses repères en CHSLD. Il faut dire que son père se pense souvent au Cambodge, même s'il est au Québec depuis déjà les années 80. Sur la base aussi qu'il ne parle pas bien le français. En fait, il parlait un très bon français, mais à cause de ses pertes de capacité cognitive, il a comme oublié le français. Puis aussi sur la base que d'un côté pratico-pratique, comme son père demande une attention constante, le fait qu'il soit à domicile, c'est beaucoup plus pratique pour elle parce qu'au moins, elle est dans ses choses, puis elle peut faire quelques petites choses à travers les soins qui sont importantes pour elle au quotidien, tandis que si elle était en CHSLD, elle serait loin de ses propres affaires, là, comme on dit en bon québécois, puis elle passerait son temps au CHSLD. Quand je lui demande par rapport aux services qu'elle reçoit à domicile, donc elle me dit qu'elle reçoit déjà le maximum de services à domicile possible qu'elle peut recevoir en fonction de l'état de santé de son père de la part du CLSC. Madame Rexmeyer continue à garder ces services-là,
parce que, bon, de toute évidence, sont essentiels à lui assurer un semblant de normalité dans son propre quotidien. Mais elle les trouve inégaux en termes de qualité parce que, bon, il y a toute la question de la rotation du personnel. Le personnel est souvent en retard. Ce genre d'enjeux-là qui sont quand même bien connus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, ces situations-là, moi, ce que ça me soulève comme question, c'est toute la question du seuil de ce qui est tolérable versus quand est-ce qu'on bascule dans l'intolérable. Puis, en termes de niveau d'engagement que les familles sont prêtes à assumer pour maintenir la qualité de vie de la personne. Donc, qu'est-ce que les familles sont prêtes à supporter pour essayer une meilleure qualité de vie à leurs proches? Jusqu'où les membres de la famille sont-ils prêts à sacrifier leur propre vie pour la qualité de vie de leurs prochains aînés? Puis, de manière générale, je dirais que le niveau de tolérance des proches impliqués dans le soin est très élevé. Cette question-là de seuil, on l'a développée aussi à travers le projet Expérience de fin de vie dans un Montréal pluriel. C'est un projet de ma directrice Sylvie Fortin, pour lequel je suis étroitement impliquée. Puis un article aussi qui va sortir dans les prochains mois ou la prochaine année, là, je ne sais pas trop, mais concernant cette idée de seuil-là, notamment là, pour lequel j'ai participé. Enfin, je vais y aller vraiment brièvement parce que je vois que le temps file, là, mais la question de la fin de vie, de la mort, je l'ai dit, je n'ai pas rencontré d'aînés en fin de vie ou de proches qui ont accompagné quelqu'un en fin de vie dans le cadre de ma propre recherche doctorale jusqu'à maintenant. Ça devrait venir dans les prochains mois. Mais je l'ai fait à travers le projet Expérience de fin de vie plurielle. Ce que je voulais soulever, entre autres, c'est que ce qu'on va souvent mettre de l'avant au niveau de la mort ou du mourir minoritaire, c'est les questions d'abord d'enjeux de conception de cette bonne mort-là, puis aussi la question des divergences quant à l'importance de révéler le pronostic ou pas, ou les espèces de non-dits associés au mourir et à la mort. Moi, ce que j'observe jusqu'à présent, à travers les expériences indirectes que j'ai eues là, par rapport à ces idées-là, c'est que pour les familles avec qui je travaille, la conception de la mort, là, il y a un des éléments qui est important de mettre de l'avant, c'est le fait qu'on ne peut jamais vraiment contrôler ou prévoir vraiment le moment de la mort. Et ça, malgré toutes les innovations, puis au niveau de la santé, puis le fait que c'est de plus en plus pris en charge, le fait qu'il restera toujours un degré d'incertitude devant la mort, mais ça justifie le fait de ne pas trop en parler au quotidien ou de le mettre de l'avant parce que c'est quelque chose que, c'est ça, on ne peut pas contrôler, puis que la meilleure chose à faire, c'est de continuer à vivre le plus normalement possible sa vie jusqu'à temps que ça survienne. Donc, trop verbaliser ou trop réfléchir sur l'imminence de la mort, c'est comme si ça plonge la famille dans un état d'attente où tu ne peux plus vivre jusqu'à ce que tu meurs, mais tu attends de mourir. Donc, ta vie, c'est attendre de mourir. C'est dit un peu de manière brute, là, mais c'est un peu cette idée-là, je dirais. Ensuite, en ce qui concerne le dévoilement ou non du pronostic, je pense que c'est pas nécessairement non plus une question de déni ou de tabou envers la mort, mais c'est beaucoup une question de relation avec la personne qui est en face de toi. C'est-à-dire que c'est lié à une perception ou un jugement de ce que la personne devant soi peut supporter de la situation. Donc, c'est aussi quelque chose qui dépasse souvent ce qu'on va appeler pour les populations asiatiques l'idée de perdre la face. Là. Pour moi, c'est vraiment plus quelque chose de relationnel. Puis ça s'applique à plusieurs situations, juste même la situation de la maladie, donc sans nécessairement parler d'une fin de vie, là, mais on pourrait dire, est-ce que je peux montrer à cette personne-là que je suis malade ou elle va s'inquiéter outre mesure de mon état?
est-ce que cette personne-là va me traiter de façon différenciée du fait que je suis malade? Est-ce qu'elle va me traiter de façon à me rappeler constamment que je suis malade? Ou bien est-ce qu'elle va réduire notre relation qui était antérieure à cette maladie-là à je suis en relation avec une personne malade? Donc, quelque chose qui viendrait modifier un peu la nature de la relation. Et ces questions-là, c'est aussi des préoccupations pour les populations asiatiques immigrantes. Il y a un film qui a été fait, sans dire que ça reflète l'ensemble des situations pour toutes les familles, là, mais c'est Le mariage d'adieu de la réalisatrice sino-américaine Lulu Wang, qui, elle, est une enfant née aux États-Unis de parents chinois. Qui met en scène là, vraiment par rapport à sa propre expérience d'accompagnement de sa grand-mère, ces enjeux-là. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à ça. Là, je vois que vraiment le temps file, fait que je ne parlerai pas comment la COVID a changé la donne pour mon terrain de recherche. Je pense que si vous avez envie d'en parler, on peut en parler en discussion. Je serais aussi intéressée à savoir comment ça a changé pour vous, puis si vous avez des suggestions pour comment continuer à mener cette recherche en contexte de COVID, elles sont les bienvenues. Je dirais juste pour la discussion, mais c'est peut-être deux pistes de réflexion. C'est pas obligé d'être de ça qu'on va parler, mais est-ce que ça fait écho à vos propres recherches ou à votre pratique, ma présentation, pardon. Puis aussi une question qui m'interpelle particulièrement ces temps-ci. Est-ce que le manque de services à domicile ou associé entre autres au sous-financement, mais aussi à une question de manque de personnel, là, ça touche de manière disproportionnée les aînés immigrants ou appartenant à un groupe ethnique minoritaire, à votre avis? Donc voilà, je vais m'arrêter là, puis je vous laisse poser les questions ou vos commentaires, c'est bienvenu aussi.